Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bon dimanche mes amis. Oh là là, un beau marché ce matin, un panier bien rempli, une semaine extrêmement diverse dans ses occupations gastronomiques. On a démarré lundi avec le championnat du monde de l'œuf maillot organisé par l'ASSOM, l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. C'est une splendeur chaque année, tous ces œufs maillots qui se battent les uns contre les autres et puis ensuite on passe de la maillot au maillot. Très bon jeu de mots. La route du rhum, on part vers les Antilles françaises. Alors c'est un prétexte, on ne parlera pas de navires et de voiles, on parlera plutôt du rhum français, de ce rhum agricole que le monde nous envie du côté de la Martinique, de la Guadeloupe. Est-ce le meilleur du monde? On le saura tout à l'heure. Et puis on terminera avec l'Armagnac, enfin bon, avec grande modération, du côté de Samatan dans le Gers où se tiennent Gasconne à table, le salon de la culture et de la cuisine gasconne. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, retour lundi au Ground Control à Paris pour ce championnat hallucinant, ce championnat de l'œuf maillot. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ambiance de feu ici au Ground Control. On vient de donner les résultats de ce magnifique championnat du monde de l'œuf maillot qui est organisé par l'ASSOM, l'association de défense, de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Et je suis avec Vincent Brenaud, avec Pierre-Yves Chupin, avec Guilherme de Serval. 3 membres éminents du bureau, Sébastien Mayol est pas loin. Alors, le podium, on y va dans l'ordre 3e aujourd'hui. Bidoche à Paris, oui. Dans le 11e. L'atelier du jardin. Ça, c'est le 2e. Ça, c'est le 2e. C'est où ça? En Provence, à l'Île-sur-la-Sorgue. Ah oui, les œufs provençaux sont montés à Paris pour gagner la 2e place, le vice-championnat. Absolument, ils ont joué la simplicité et c'était absolument parfait. Et puis alors évidemment, on va peut-être les laisser se présenter, mais le nouveau duo champion du monde en titre. Le nouveau duo, on va demander à Pierre-Yves Chupin du Guide Lebet. Moi, c'est un résultat qui me meut beaucoup. Parce qu'il faut savoir que la Grande Brasserie, c'est un duo de jeunes. Et la Grande Brasserie, on ne l'avait pas annoncé, Pierre-Yves. La Grande Brasserie, alors où est-ce que c'est, Pierre-Yves? C'est à côté de Bastille. C'est 2 jeunes qui se sont installés il y a 2 ans, qui ont fait le pari de la brasserie à Paris. Et ça signe le renouveau de la brasserie à Paris, ça m'émeut beaucoup. Le pari de Paris, c'est très bien, ça ressemble bien au Guide Lebet. Alors, messieurs, présentez-vous. Adrien Spanu, Grégoire Sino. Est-ce que vous êtes bien à votre place ce soir? Est-ce que vous espériez? Est-ce que vous y pensiez? On a beaucoup travaillé pour réussir, mais à côté de ça, on avait des belles personnes en face de nous et on ne pensait pas atteindre la première place quand même. On a travaillé, mais quand on travaille, quand on concourt, c'est pour gagner, mais on n'est jamais sûr de gagner, mais on a travaillé pour. Vous dites on a beaucoup travaillé. On parle d'œuf, de mayonnaise et d'un céleri rémoulade. Une mayonnaise qui est d'ailleurs une rémoulade parce qu'il y a de la moutarde dedans. Au fond, c'est rémoulade. Ce soir, qu'est-ce qui a emporté à votre avis l'adhésion du jury? Je pense que c'est déjà le travail, on vient de le dire, mais on a essayé de trouver un équilibre en fait entre l'œuf et une rémoulade. On a apporté une certaine légèreté. On a essayé de trouver un équilibre entre la rémoulade qui est fait à base de moutarde à l'ancienne et l'œuf mayonnaise qui est fait avec une moutarde de Dijon, classique, tout à fait. Classique. Et la simplicité, moi je rejoins Grégoire. La simplicité, les belles choses, l'intemporalité, ça c'est vraiment les choses de la cuisine française, l'équilibre des choses. Le céleri qui prend pas trop le dessus sur l'œuf, c'est l'élément principal. On a joué la carte à fond là-dessus. Voilà, donc en toute simplicité. Ça respecte tout à fait en fait notre carte, etc. Ça respecte ce qu'on sert dans notre brasserie et vraiment on est. Oui, c'est pas différent. Vous n'avez pas créé un œuf de jamais vu. C'est celui qu'on trouverait tous les jours à la Grande Brasserie. Justement, en fait, c'est exactement ça notre politique à la Grande Brasserie, c'est de garder une simplicité extrême et en même temps des goûts. Des choses qui sont là et qui rassurent, parce que je pense que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans la cuisine. Vincent Brenaud, moi je suis assez étonné parce qu'on a 2 jeunes là qui font une cuisine de bistrot à l'ancienne, j'ai envie de dire. Beaucoup de tentatives ce soir dans ce championnat, beaucoup d'éléments qui n'ont souvent rien à voir avec l'œuf maillot, et c'est l'œuf maillot le plus classique, le plus limpide qui a gagné. C'est effectivement une recette simple avec une cuisson parfaitement maîtrisée, un jaune qui était gras cuit, c'est absolument remarquable quand c'est comme ça, une mayonnaise bien moutardée. Gras cuit, ça veut dire qu'il n'est pas entièrement figé. Gras cuit, c'est qu'il est encore un petit peu pommadé. Quand vous en prenez un petit peu sur le pouce, vous l'écrasez et il se pommade encore un peu. Il n'est surtout pas avec cette corolle verte qui signe une surcuisson.
Alors, je suis avec Guilhem de Serval, l'homme du vin à la Somme. Guilhem, c'est important parce que les œufs, c'est très difficile à marier avec le vin. Donc on a tout un panel de vins à déguster avec des œufs très différents les uns des autres. Alors tout à fait, d'abord il faut se faire plaisir quand on déguste un vin, un œuf maillot. Personnellement je préfère déguster un vin blanc parce que le vin blanc a l'acidité qu'il faut pour pouvoir trancher avec la mayonnaise qui est très grasse. On peut l'accorder avec des vins rouges, mais souvent il peut y avoir le tanin qui peut déranger le propos de la mayonnaise et du gras de l'œuf. Donc si vous allez vers un vin rouge, il vaut mieux partir vers un gamay qu'on retrouve par exemple en Côte d'Auvergne, en Côte Rouennaise par exemple, et ça peut faire des super accords. Alors vous êtes bien content, Sébastien Mayol, vous aussi qui êtes membre éminent de ce bureau de la Somme, d'abord de la victoire de deux jeunes avec un œuf somme toute assez classique. L'idée de la rémoulade dans le céleri était très intelligente. C'est un exhausteur de goût, mais le plus important pour vous, je crois que c'est la fête qui suit, parce que ici, c'est tous les fans des œufs maillots qui sont là. Vous me connaissez, Vincent, ou on sait... Non, j'imaginais. Non, c'est vrai que, à la limite, je devrais pas le dire, mais l'œuf maillot peut être un alibi à cette soirée où les gens viennent, se reconnaissent, se rencontrent, continuent de se voir toute l'année. Il y a de la musique, il y a des surprises. Et on sacre en plus cette année deux jeunes qui respirent la beauté, l'engouement, la simplicité et la sincérité. Et la sincérité. Ce sont nos 4e championnats et à chaque fois, c'est la simplicité qui a gagné. Les cuisiniers qui ont voulu un peu trop chercher de complexité se sont plantés. Là, ça réunit deux plats iconiques des bistrots, le céleri remoulade, l'œuf maillot. On pourrait même créer une association de sauvegarde du céleri remoulade de mayonnaise. Et ben voilà, oui, ça serait injouable, surtout à cette heure de la soirée. On va vous laisser aller vous amuser, vous faire fêter par les fans des œufs maillots qui sont là. On va bien fêter ça. Et demain, retour à la grande brasserie pour les servir au public. Demain repos, mais dès mercredi, on est là et prêt à accueillir tous les clients qui veulent venir. Parce que merci à toute notre équipe qui nous soutient. Merci. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ah là là, quelle ambiance. Je revivais en écoutant cette ambiance de folie lundi dernier. Et alors, une ambiance de folie, je ne crois pas trahir de secret, qui s'est prolongée assez tard dans la nuit, comme quoi l'œuf maillot est porteur de nuits coquines, parfois, autour de l'œuf, bien entendu. Alors, fêter l'œuf, je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir en ligne avec moi le secrétaire général du CNPO, qui est la filière des métiers des œufs. C'est Maxime Chaumet. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps en ce dimanche matin de nous répondre quelques secondes parce que lundi dernier c'était la fête, donc une belle fête pour fêter l'œuf maillot, mais tous les œufs au fond. Vous vous sentiez comblé vous par cette fête? Écoutez, on était à cette fête justement pour célébrer l'œuf maillot, mais tous les œufs sont en fête. On le voit aujourd'hui dans les ventes, dans les magasins. Tout le monde se tourne vers les œufs, qui est reconnu comme le produit anti-crise par 2/3 des Français. Bah oui, mais alors dites donc Maxime, justement, c'est pour ça que je vous ai passé un coup de fil, parce que dès le lendemain matin, patatras, aux informations, sur les chaînes info, on nous annonce une pénurie, un manque d'œufs dans les rayons de la grande distribution. Est-ce que nous allons souffrir de ce manque d'œufs? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire de l'œuf maillot dans l'année qui vient? Alors effectivement, on a vécu une soirée fantastique lundi avec une mise en avant des œufs de façon incroyable par les chefs, une super ambiance, etc. Et puis le lendemain, effectivement, on retombait un peu dans la triste réalité de notre filière. On a un marché qui est très tendu depuis cette année par deux sujets principaux. La grippe aviaire, c'est ce dont on parle. La grippe aviaire, effectivement, depuis le début de cette année, qui fait qu'on a quasiment 10% de disponibilité en moins sur notre marché aujourd'hui, et c'est en France comme en Europe. Donc on n'a pas assez d'œufs sur le marché. Alors je rappelle quand même, pour ceux qui nous écoutent, excusez-moi, que les œufs, d'abord la France est le premier pays producteur en Europe, avec plus de 15 milliards d'œufs de poules par an. Produit chaque année, exactement. C'est fou, premier pays producteur. On ne se rend pas compte, effectivement, quand on ramène ça à l'œuf, c'est énorme, avec quasiment 50 millions de poules en France. Donc c'est un gros marché. Et on a ce sujet-là. Et en plus, avec l'inflation un peu généralisée, les Français qui se tournent vers les œufs, comme c'est une enquête. Produit de première nécessité. Protéines pas chères. La protéine animale la moins chère. Et forcément, on est un peu, entre guillemets, victime de notre succès.
Et puis, il ne faut pas oublier que l'œuf, moi j'aime bien le rappeler, c'est quand même l'élément essentiel de la pâtisserie, hein, de la pâtisserie qui utilise des œufs à peu près partout, hein, tant le blanc que le jaune ou l'œuf entier. Il n'y a que la coquille qu'on mange pas. Il n'y a que la coquille, mais qu'on peut servir pour faire de l'amendement pour les plantes d'appartement, etc. Oui, parce que c'est du calcaire. C'est exactement. Un petit peu de calcaire. Des apports calciques pour les plantes. Voilà. Mais c'est effectivement la pâtisserie, et puis on l'a vu lundi, c'est aussi les entrées avec l'œuf maillot, c'est un liant pour les sauces, c'est les omelettes, c'est utilisable en sac sucré, salé, entrée, plat, dessert, exactement. Je ne vis pas sans œufs, sans bons œufs de ferme, de préférence. Merci. Mais vous êtes l'homme de tous les œufs, hein, dans la filière je suis l'homme de tous les œufs. Oui, c'est ça. Effectivement, vous êtes. Et vous les mettez pas dans le même panier, c'est ça, en fait. Exactement, j'essaie. Maxime, en tout cas, vous nous rassurez sur le fait que l'œuf français n'est pas en péril. Oui, l'œuf français n'est pas en péril. Il peut y avoir des manques de disponibilité et des ruptures dans les rayons. Oui, pas comme la moutarde, parce que alors là, sinon c'est la fin de la maillot. Pas du tout. Ah bah là, plus de maillot. Effectivement, sans œufs et sans moutarde, pas de maillot. C'est vous qui le savez mieux que moi. Bah oui. Non, on a les magasins qui sont réapprovisionnés tous les jours. On a connu ça pendant la période de Covid. Quand le marché est trop tendu, il arrive que les rayons sont vides, mais à chaque fois, on retrouvait des œufs dès le lendemain. Donc, c'est vraiment ça le sujet. C'est des petites ruptures qui vont être parfois au niveau des distributeurs, parfois aussi au niveau des entreprises de l'alimentaire et de la restauration. Mais on n'est pas sur un projet, sur une grosse rupture, voilà. Je soupire, je respire. Merci Maxime. Également. Maxime Chaumet, le secrétaire général du CNPO, la filière des œufs. Voilà, les œufs, on est à peu près sauvés, au moins jusqu'à Pâques, hein, parce que là c'est un vrai sujet, on en reparlera. Et déjà Noël, déjà un gros pic de conso. Oui, mais enfin c'est moins un truc de Noël que de Pâques, l'œuf, hein, vous êtes d'accord? C'est un gros pic de conso. Mais avant, Noël et la Chandeleur. On est encore avant Pâques, on a encore des œufs à consommer. Et encore bravo aux deux jeunes, à vous et aux deux jeunes de Grande Brasserie à Paris pour avoir remporté ce championnat du monde de l'œuf maillot. Allez, on passe de la maillot au maillot, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'on vogue vers les Antilles dans quelques minutes. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, un beau marché, un marché comme le marché de Pointe-à-Pitre, par exemple, puisque ce matin, on va parler de la route du Rhum. Alors, je dirais que en ce qui me concerne, la route du Rhum, c'est pas du voilier. La route, c'est directement dans mon gosier. Voilà. C'est ça la route du Rhum chez moi. Non, pour faire plus simple, bon, beaucoup de navigateurs sont déjà arrivés à bon port et nous, on en profite. C'est un petit prétexte. J'aime bien parler de Rhum une fois par an parce que c'est une eau de vie qui est assez méconnue en définitive dans ce beau panel, dans cette belle gamme d'eau de vie française. Et pourtant, c'est une merveille. Ce sont des merveilles, hein, parce que on peut parler de Rhum, mais au pluriel. Et pour en parler ce matin, je reçois en studio Christian de Montaguer. Bonjour Christian. Bonjour Vincent. Spécialiste du rhum, vendeur de rhum, écrivain sur le rhum avec un rhum averti en vaut 2 qui vient de ressortir d'ailleurs. C'est ça, deuxième édition. Deuxième édition, autrement dit, il en vaut 4 quoi. Hein, c'est un en vaut 2 en valent 4. Et en face de vous Christian Montaguer, eh bien j'ai Suzy Palatin, cuisinière, auteur avec un E, hein, moi j'aime pas autrice, hein, donc je préfère dire auteur de À ma table créole qui vient de sortir, Suzy Palatin. Oui, ah, oui. Table créole qui vient de sortir. Et que vous avez déjà. Et formidable. Qui est un recueil en définitive de toutes les recettes qui vous viennent plutôt de votre famille d'ailleurs. Hein. Plutôt de la famille, absolument. Ouais, parce que votre table créole, elle est familiale. Parce que ma famille est grande, ma famille est de la Réunion, de la Martinique, de la Guyane. C'est ça qui est formidable. Ah bah bien sûr que c'est formidable. Vous saurez tout. Ah ouais, parce que cette cuisine créole, elle est riche et vous verrez, elle se marie fort bien avec l'eau de vie qu'elle rhum. Et j'ai au téléphone avec moi, parce que figurez-vous que il est en ce dimanche matin du côté de Cognac. Alors voilà, alors on a fait le tour un peu des eaux de vie françaises. J'ai Alexandre Vintier qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le rédacteur en chef de Rum Porter, le Rum Porter, qui est un magazine entièrement consacré au rhum pour le coup. Au rhum et aux spiritueux tropicaux, oui. Ça fait 99% de rhum, mais il y a d'autres alcools qui sont voisins du rhum, et donc on ne se prive pas d'en parler également. Comme quoi, par exemple ? Beaucoup de producteurs de rhum produisent aussi des gins avec des aromates tropicaux, mais on a aussi des spiritueux d'agave et même des fruits ou tequila et mezcal, enfin genre. Tequila, mezcal pourrait en faire partie. On pourrait te parler aussi du cocuy au Venezuela, ou même on peut aller jusqu'au Pérou pour les spiritueux d'agave. Et puis après, on a les alcools de palmier ou encore le Fénit de Goa qui est fait à partir de pommes de cajou.
Ah bah t'es dedans. Alors là, on a fait le tour. Mais on va rester au rhum, si ça vous ennuie pas, Alexandre Vintier, ce matin. Je pense qu'à vous trois, on va avoir un très beau panel de ce que propose le rhum, et notamment le rhum français. Puisque la question que je me posais, c'est le rhum français est-il le meilleur du monde? Alors, évidemment, là, on a des gens qui sont un petit peu chauvins. Christian de Montaguer, dans votre boutique et dans votre collection, vous avez fait évidemment place au rhum français, au rhum des Antilles françaises, notamment. Évidemment, on ne va pas commencer en disant qu'on va faire le contraire. Maintenant, il s'agit quand même de s'ouvrir au monde du rhum, parce qu'il est tellement large, tellement grand, tellement vaste, que pourquoi se priver, voilà, de d'autres plaisirs. Maintenant, rien n'empêche d'être fier de chez soi. Évidemment. Alors, on a une petite fierté en France, et donc en Martinique et en Guadeloupe, notamment, hein, parce qu'il y a aussi du rhum en Guyane, bien sûr. On a cette fierté, et puis on peut parler de l'océan Indien, avec la Réunion, hein, évidemment, tous ces terroirs de canne à sucre. On a la fierté de faire du rhum agricole. C'est-à-dire, je fais simple, hein, vous dites si je me trompe, et je me tourne vers Alexandre Vintier, qui est un peu le juge de paix. On va dire que le rhum agricole, c'est un rhum qui est fait dans lequel le jus de la canne à sucre est entièrement dédié à faire du rhum. Alors que le rhum de mélasse, hein, qui est d'ailleurs la majorité du rhum produit dans le monde, c'est un sous-produit du sucre. Je dis des bêtises, Alexandre Vintier ? Oui, je pense, enfin, s'il n'y a pas de bêtises, pardon, oui, bien sûr, non, c'est le rhum agricole, c'est un peu comme un vin de canne distillé. Voilà, on fait un vin à partir de la canne. Il y a aussi du sucre dans le jus de la canne à sucre, comme on en trouve dans nos raisins, que l'on distille directement, alors que les autres passent par une étape de transformation, effectivement, de ce jus, alors par cristallisation ou autre, et effectivement, alors, on disait autrefois sous-produit du sucre de canne. Oui. Aujourd'hui, on pourrait dire coproduit, parce que c'est vrai, quand on fait du sucre cristallisé, de l'autre côté, on a de la mélasse, et cette mélasse, quand même, se valorise très bien, même en termes d'appellation ou d'indication géographique, même plus que le sucre. Et finalement, on pourrait se demander si c'est pas elle qui donne plus de valeur au process. Ah oui, parce que ils ont des goûts très différents. On va en parler d'ailleurs au cours de cette émission. Alors, j'ai en face de moi Suzy Palatin, qui elle est cuisinière, et je dirais une cuisinière pays, une cuisinière de la maison, hein, de la maison créole. Est-ce que le rhum fait partie vraiment de la tradition de tous les jours? Est-ce que c'est le quotidien, le rhum aux Antilles? Le rhum, c'est le quotidien de la aux Antilles. Le rhum se boit quelquefois pour s'encourager dès le matin. Ça s'appelle le décollage au coco. Non mais c'est vrai. Non mais pas par tout le monde, mais des gens qui font des travails de la terre, voilà, le travail de force. Ils disent, allez hop. Un petit coup de rhum. Un petit coup de rhum avec de l'eau de coco fraîche. Voilà. Ouais. Et voilà, ça encourage. Ça fait décoller. C'est le cocktail de base, quoi. Le cocktail de base qui fait le départ. On commence par le rhum. Et le rhum sec et après, on prend le coco après. Ah bon? Ah oui, on ne mélange pas. Le feu. Voilà, pour écraser le feu. On l'appelle un crasé. Voilà. Ah d'accord. Alors là, j'apprends un truc. Alors, je vais. Non mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce rhum agricole, qui est un peu notre fierté en Martinique et en Guadeloupe, c'est en fait le rhum originel, j'ai envie de dire, Alexandre Vintier. C'est pas un produit d'exception comme pourraient être les plus grands crus. C'est au contraire, à la base, le rhum ici il porte le nom d'agricole, c'est parce que c'était le premier rhum. Pas du tout. Bon. Non, dommage. Non, historiquement, en fait, c'est vrai que la canne à sucre, c'est la canne à sucre et pas la canne à rhum. Donc effectivement, la canne, elle a été cultivée et surtout disséminée dans le monde pour produire du sucre. Oui. Et on a eu effectivement, il y a des résidus de cette production qui ont pu être utilisés pour faire différents alcools, puis distillés, ce qui a donné les tafias, puis les rhums. Mais à l'origine, non, la canne, c'est la canne à sucre. C'est pour le sucre, c'est pas pour le rhum. Le pur jus de canne, c'est venu, on va dire, d'une façon relativement récente, même si on va dire que c'est une pratique qui existe depuis à peu près 200 ans. Ouais. Elle s'est généralisée au tournant de la dernière grande crise du sucre de 1883. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement les petits producteurs se sont tournés vers la transformation directe en fait de leur canne à sucre en rhum. Et c'est comme ça qu'est né le rhum Zabitan, qui est devenu le rhum agricole
agricole. Alors, Christian de Montaguer, je vous vois hocher la tête. Oui, tout à fait. Je plus sois complètement. Vous plus soyez, très bien. Alors moi, je veux pas attiser les querelles de clocher, hein, mais pourtant, il faut bien noter qu'il y a entre la Guadeloupe et la Martinique une petite guéguerre, et notamment sur le rhum. Mais c'est un peu comme les Auvergnats et les Rouergas, hein, c'est-à-dire ces deux régions qui se ressemblent dans beaucoup de leur culture, mais qui ont des particularismes. Alors, c'est quoi la différence entre le rhum guadeloupéen et le rhum martiniquais? Alors déjà, effectivement, en Martinique, on produit essentiellement du rhum de type agricole, justement, qui est en plus a un label AOC. AOC, tout à fait. Là où en Guadeloupe, il y a encore une part importante de production qui est celle de rhum de mélasse. D'accord. On fait les deux en Guadeloupe. Et par contre, en Guadeloupe, on bénéficie plutôt d'une IG. Ça a été le choix des producteurs guadeloupéens. Cela permet tout simplement d'avoir des profils, du coup, qui ne seront pas forcément systématiquement les mêmes ou trop proches de ceux de la Martinique. Mais rien n'empêche d'avoir des bons produits dans les deux catégories, évidemment. Mais est-ce que ça veut dire que, typiquement, le goût d'un rhum de mélasse est différent structurellement du goût d'un rhum agricole? Par définition, puisque la matière première est elle-même différente. Alors oui, parce qu'on parle pas de cépage, par exemple. Je me rends compte que on parle pas souvent des variétés de cannes, par exemple, comme on pourrait parler des raisins. Oui, Suzy? On en parle maintenant parce qu'il y a en Martinique, il y a des rhums très différents, la canne bleue, Oui. Oui, allez, je dénonce ma mère qui a sa collection de rhums très différentes et qui viennent de cannes différentes, selon les cannes. Oui. Disons que les rhums agricoles permettent en tout cas aujourd'hui une différenciation qui est beaucoup moins évidente avec un rhum de mélasse. Dans le sens où vous pouvez mettre en avant en tout cas, que ce soit marqué ou pas, hein, le goût du différentes variétés de cannes. Oui. Ça peut être qu'une parcelle qui peut être mise en avant. Voilà, donc du coup, c'est effectivement une tendance très forte ces dernières années de différenciation en provenance des Antilles françaises pour se distinguer des autres pays que de mettre en avant ces particularités. Alors Alexandre Vintier, je me tourne vers vous au téléphone parce que vous êtes normand, donc vous n'avez pas de parti pris antillais. Est-ce que c'est du marketing de parler de variétés de cannes différents ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ça pour le rhum agricole? Moi, je dis toujours que pour comprendre le phénomène du rhum, et particulièrement le rhum de pur jus et rhum agricole, effectivement, il faut les comparer au vin et au cognac quelque part, ou à l'armagnac, aux autres vies de vin, puisqu'effectivement, on parle bien de millésime, de terroir, de qualité de la matière première, de maturité, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a une incidence de la canne à sucre, de ces variétés, et là, on a tout l'arc-en-ciel, et bien au-delà même des couleurs, la canne grise, la canne noire, ainsi de suite. Mais, comment dire, cette canne à l'origine a été plantée pour s'adapter à des conditions particulières. Donc c'était quand même une canne qui a été développée pour avoir le meilleur rendement en sucre et donc en alcool. Et maintenant, c'est vrai que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, Clément avait lancé la canne bleue et ainsi de suite. Enfin, c'était même en 2000, donc ça fait 22 ans. Effectivement, on commence à s'interroger sur cette notion. Alors, il y a eu, on a quand même aussi l'équivalent de l'INRA, le centre technique de la canne et du sucre aussi, et ils ont commencé à développer même des variétés de canne. Des cultivars, des nouvelles cannes en fait, des hybridations. Oui, qu'on peut retrouver dans les Antilles et qu'on retrouve beaucoup dans la seule distillerie de Guyane française. Et effectivement, donc ça a été les premières tentatives, on va dire, de canne à rhum. La canne, voilà. Absolument. Restez avec nous parce que moi je trouve ça passionnant qu'on découvre ce rhum à travers vos expériences diverses. On se retrouve dans une minute pour plonger à nouveau le nez dans le verre de rhum. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours passionné par la route du rhum, mais la vraie, pas la route des voiliers. Ce matin, dans Ferniaud fait le marché, on s'occupe du rhum et de sa route. Quel chemin prend-il pour arriver jusqu'à nous? Eh bien, évidemment, c'est le chemin de la mer, le plus souvent, puisque ça vient des îles, que ce soit dans les Caraïbes ou que ce soit dans l'océan Indien, puisqu'on fait aussi du rhum dans l'océan Indien. D'ailleurs, Christian de Montaguer, puisque vous êtes spécialiste du rhum, qu'est-ce qu'on peut dire de ces rhums de l'océan Indien, de ces rhums de la Réunion, qui est un vrai terroir de canne à sucre aussi? Alors n'oublions pas que la Réunion est bien sûr un pays tropical, enfin un territoire tropical au même titre que la Guadeloupe et la Martinique, donc la canne y pousse de la même façon. Après, en fonction, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des variétés différentes selon les terres, voilà, et on s'adapte.
Maintenant, les process, ils sont d'une culture française aussi, hein, donc au même titre que la Guadeloupe et la Martinique. Alors après, il y a des spécificités un petit peu régionales, et c'est vrai que autant il y a une quasi-intégralité de production de type agricole à la Martinique, en Guadeloupe, c'est beaucoup plus partagé, entre rhum de mélasse et rhum agricole. À la Réunion, en revanche, ça sera plutôt la ration inverse, où il y aura une très grosse majorité de rhum de mélasse, et très peu de rhum agricole. Est-ce que quand on dit, excusez-moi, mais quand on dit rhum de mélasse, est-ce qu'on dit rhum industriel? De toute façon, quelque part, c'est souvent le terme qui est employé, c'est vrai, dans nos territoires. Pour autant, en dehors de ces territoires francophones, pas trop. Non. Voilà, donc du coup, c'est juste le rhum normal ailleurs. Puisque finalement, ce sont à chaque fois quand même des distilleries, donc des usines qui les fabriquent. Donc c'est finalement un terme qui permet de différencier, en effet, mais qui n'est pas forcément, voilà. Bon, alors... J'ai une petite question. Oui, le fameux rhum de Marie-Galante que les gens semblent adorer, qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que moi, je ne bois pas de rhum. À part un très joli nom, qu'est-ce qu'il a de particulier, Christian? Déjà, on a quand même... Marie-Galante, c'est une petite île à côté de la Guadeloupe, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la plupart le savent maintenant, mais c'est surtout un territoire qui est quasiment intégralement, je dirais, recouvert de canne à sucre. Et donc, finalement, c'est de façon historique, finalement, il y a quand même culturellement, tout le monde vit autour de par la canne à sucre, en fait, que ce soit avec la sucrerie, une des 2 dernières sucreries de Guadeloupe qui s'y trouvent, ou par les 3 distilleries qui sont encore aujourd'hui en activité. Alexandre Vintier, avec nous, de Cognac, hein. Pourtant c'est un Normand, donc c'est plutôt un gars du Calvados qui vit à Cognac et qui parle de rhum. Moi j'adore, hein, cette idée. Spiritueux et spirituel. On aime le mélange. Alexandre, moi je me posais une question. Qui boit du rhum aujourd'hui dans le monde? Qui sont les buveurs de rhum? Dans quelle culture c'est très fort? La question, c'est plutôt l'inverse. C'est là où on n'en boit pas. Le rhum est produit, ce que je dis toujours, sur tous les continents et dans tous les océans. Évidemment pas l'Antarctique, mais quand même, c'est le seul alcool qui a cette particularité-là. Et en plus, donc, on a un peu plus de 80 pays producteurs. C'est fou, hein. Aujourd'hui, on peut considérer que quasiment tout l'arc tropical en produit, puisque on soit aussi bien dans l'océan Pacifique, en Asie, on peut aller au Vietnam, on peut aller au Laos, au Cambodge, on en trouvera aussi. Pareil en Amérique latine, absolument partout. En Afrique, les marques émergent, hein, parce que effectivement, il faut des industriels pour faire des investissements et créer des marques. C'est pour ça qu'on connaît surtout les rhums industriels de ces pays-là, mais il existe beaucoup de productions locales, comme chez nous en Normandie, on fait la goutte, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. Énormément de gens font de la goutte à partir de rhum. Souvent, c'est du jus de canne, pour le coup. Donc, effectivement, les consommateurs, c'est le monde entier, ou presque. Et le phénomène qui est très intéressant aujourd'hui, on l'a vu, ça fait 30 ans qu'on a la guerre du Morito, du Cuba Libre entre les et du Tiponche. Maintenant, le Tiponche. Mais c'est vrai que ça a permis de disséminer cette culture à travers le cocktail, la mixologie, jusqu'au Japon. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, même le Japon se tourne depuis 25 ans vers la production de rhum. La Chine s'y convertit. L'Amérique du Nord, on en produit même à Montréal. Donc, alors là, avec du sirop d'érable peut-être? Non, En Écosse. Ah si, ils essayent, mais non, c'est pas du rhum. Mais oui, non, ils importent des mélasses, ou plutôt, ils raffinent des sucres et peuvent exploiter la mélasse de raffinerie. C'est pas de la mélasse de sucrerie comme chez nous, qui est que de la matière locale. Là, eux, ils utilisent en fait la mélasse de raffinerie, justement, quand on purifie les sucres. C'est ça, parce que pour que tout le monde puisse bien comprendre, le jus de canne, lui, se conserve très très mal, donc ne peut pas voyager. Donc il ne peut être produit de rhum, de pur jus de canne ou agricole que quasiment localement, à moins d'être congelé et d'être... ça, c'est encore autre chose. Pourquoi il s'oxyde? Il va prendre des Exactement. Et donc du coup, on ne peut plus l'utiliser ensuite. Attendez, Alexandre, excusez-moi, mais comme on vous entend, j'entendais pas ce que disait Christian. Et donc, et à l'inverse, donc les autres matières premières, et essentiellement la mélasse, mais aussi d'autres types de sucre ou de transformés, peuvent être transportés, conservés. Donc, on peut produire du rhum quasiment partout où l'on veut, partout où on a un alambic ou une colonne. D'accord, mais pas partout avec des appellations, j'imagine. Et quand je disais, quand Alexandre nous disait 80 pays producteurs dans cette zone tropicale, bien entendu, parce que c'est là où est produit la canne. Oui, mais là, en l'occurrence, justement, ça s'élargit. Voilà. Pardon. C'est sûr, parce qu'on peut faire voyager la mélasse ou le sirop, et aujourd'hui, parce qu'on fait des containers à très basse température, on fait voyager du jus de canne. Alors ça,
Ça arrive, c'est vraiment un épiphénomène, mais on est allé effectivement ici en métropole importer des jus de canne ou même en Belgique, hein, où il y a le rhum, le Massacre, qui est fait à partir de jus de canne importé. Donc c'est pas un jus transformé, il est juste pressé sur place puis expédié. Alexandre, un mot. Au fond, ce rhum, il est plus utilisé en mixologie et en pâtisserie que bu pur, j'imagine. Ça dépend dans quelle culture on est. En général, il est consommé pur. Alors des fois, on va effectivement faire des rhums arrangés, des trempés ou d'autres macérations en Amérique du Sud avec de l'anis ou autre. Mais après, non, il n'est pas forcément consommé énormément en mixologie. D'accord. Suzy Palatin, là je me tourne vers vous parce que vous êtes notre, notre arbitre de la créolité à cette table. Et à votre table créole, vous parlez évidemment des recettes de famille ou de votre entourage, mais surtout, j'ai entendu le mot rhum arrangé. Ça c'est très 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 local, hein. Le rhum arrangé, ça fait vraiment partie de la culture des maisons aux Antilles. Oui, voilà. Le rhum arrangé, c'est aussi ce qu'on appelle un punch. Un punch fait avec des fruits, en général, qu'on laisse macérer avec du sucre, du rhum. On peut rajouter des épices comme des clous de girofle, quelquefois, de la vanille, de la muscade. Épicé, et on laisse tout ça. Voilà, on peut l'épicer quand on veut. Et on laisse macérer jusqu'à ce que moi j'aime bien le faire avec du sucre. Et comme ça, jusqu'à ce que le sucre soit fondu, je laisse macérer complètement fondu. Là, on se dit, là, ça y est, le rhum arrangé, il est prêt. Et il est prêt à être consommé. C'est un peu comme les cerises à l'eau de vie, sauf que c'est des goyaves, quoi. Voilà, des goyaves, allez, je vais dire un truc que vous ne connaissez pas, des quénettes, des surettes. Des quénettes Qu'est-ce que c'est que ça? Des surelles, des monbains. Des monbains, voilà. Vous connaissez? Ah ben non, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Ce sont des petits fruits, des petites baies, des surelles. Et, très acide au départ, quand même. Hein. Mais qui, avec, se confise dans le sucre et le rhum. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est un vrai piège. Hein. Le rhum arrangé, c'est un piège parce que ça se boit comme un jus de fruits, mais ça déglingue comme du rhum. Le rhum arrangé, le fameux planteur, ça déglingue aussi parce que on se dit mais c'est sucré, c'est frais. Voilà, c'est du fruit. Oui, peu fruit, peu sucre. Et là après, on en boit sans se contrôler. Et puis, enfin si, c'est nous, oui, hein, on connaît quand même modération un petit peu. Un petit peu. C'est vrai. Bon, d'accord. Alors, Alexandre Vintier, ce rhum hein, qui était évidemment la boisson des pirates des Caraïbes, hein, comme on a dans notre imaginaire, dans notre légende, elle baigne toutes les Caraïbes. Avant d'avoir colonisé le monde, c'est évidemment tout cet arc d'Amérique centrale, toutes les îles des Caraïbes. C'est là le vrai berceau du rhum? Il y en a deux des berceaux du rhum, mais oui, ça débute par le Brésil et ensuite, au fur et à mesure de la colonisation dans l'arc antillais, avant de rejoindre aussi la Mésoamérique. Il y a un autre foyer d'émergence aussi des alcools de canne qui est en Asie aussi, hein, du côté de l'Indonésie ou l'Inde ou ainsi de suite, où là effectivement, plus on avance dans les recherches historiques et au-delà, plus on se rend compte qu'ils sont, on va dire, souvent concomitants, et on les appelait les raks. Voilà, il y avait tout ce qui était les raks, punch et ainsi de suite du côté océan-indien. Et les rhums blancs, je suppose? C'était pas des rhums en fût? Non, c'était pas du... Alors, s'il y a des fûts, de toute façon, là-bas, c'est du tech, donc c'est des fûts qui ne colorent pas. D'accord, donc ça reste du rhum blanc. Ça reste un rhum non coloré. Il peut être vieilli, mais il ne s'enrichit pas avec des tanins. D'accord, parce que Christian de Montaguer, il faut le dire là encore, comme pour le cognac ou l'armagnac ou le calvados, la couleur d'un rhum au sortir de l'alambic, c'est blanc. Ah oui, bien évidemment, oui, c'est complètement et 100% blanc. Et ce n'est que le bois qui colore en fait. Oui, ce n'est que l'élevage en fût de chêne. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres essences de bois, mais depuis le nombre de siècles où on a l'expérience du vieillissement, on sait aujourd'hui que c'est quand même le chêne qui donne les meilleurs résultats. Exactement. Après, au Brésil, on a quand même cette expérience avec certaines essences tropicales différentes. Mais ça reste... oui, parce que le chêne a de la vanilline dans son bois, et donc ça va quelque part vaniller tous les vins, mais aussi les eaux de vie, et ça c'est imparable. Non, tout à fait, c'est exactement ça, et en fait, l'usage de ces fûts de chêne permet d'avoir finalement deux types de rhum différents, et on a la chance qu'il y ait très peu d'alcool, très peu de spiritueux, qui puissent être consommés à la fois, juste distillés, donc blanc, mélangés éventuellement en cocktail,
réussir des macérations également, donc donner des rhums arrangés, ou après le vieillissement, rhum vieux pour la dégustation. Oui, parce il a quelque chose pour lui, ce rhum, c'est qu'il a un côté douceâtre, donné par cet arôme de canne à sucre. Il est presque sucré sans être sucré, quoi. C'est un sucre fictif apporté. Alors l'alcool, c'est du sucre, mais ce que je veux dire par là, il s'arrondit parce que la canne à sucre porte cet arôme de sucre. Tout à fait. Et vous le voyez encore plus avec les rhums blancs dits aujourd'hui entre guillemets premium, qui se développent justement quand on parlait des différentes variétés de canne ou de parcelles comme ci ou comme ça exposées à la mer ou au soleil, etc. Où finalement ces rhums-là développent des arômes beaucoup plus prononcés, ont des saveurs plus prononcées et plus distinctives, qui font qu'on peut les apprécier presque telles quelles, sans rien y rajouter. Et on découvre même une belle sucrosité que sinon, dans les rhums plus simples, on n'aurait pas. Voilà. Bien sûr. Suzy, oui. Je me tourne vers vous parce que là, ça me donne faim de voir votre livre. Est-ce qu'il y a des recettes dans lesquelles, en dehors des gâteaux, et puis on peut parler de dessert aussi, mais dans la cuisine salée antillaise et des Antilles françaises, est-ce que le rhum peut rentrer parfois comme un adjuvant ? Oui, et je vais vous raconter une histoire avant de vous donner une recette de bœuf créole au jujube et au rhum. Ouais. Mais le rhum, ça rentre aussi dans les médicaments. Et contre l'angine, il y a quelque chose qu'on appelle le lampa chez nous. On fait une salade de concombre avec du concombre très très fin, beaucoup de citron et beaucoup de piment, et on rajoute du rhum et on fait manger ça aux gens qui ont une angine et qui ont mal à la gorge. Voilà, qui ont mal à la gorge, et ça guérit tout. Voilà. Oui, ça guérit. Enfin, on va dire que ça racle tout, ça enlève tout, quoi. Il n'y a plus de gorge en fait derrière. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma tante faisait ça pour guérir les gens qui avaient la. On oublie vite quand même que le rhum était vendu en pharmacie dans les années 1900. Voilà. Mais je rappelle que le Coca-Cola aussi, donc c'est pas une référence. Alors, Suzy, maintenant que j'ai dit ça, donnez-nous cette recette de bœuf au jujube. Voilà, vous faites un ragoût de bœuf et le jujube. Enfin, les jujubes, ce sont ce qu'on appelle des surettes chez nous, et ce sont des fruits qu'on trouve dans les magasins spécialisés, dans les magasins asiatiques ici. Donc, on les trouve très facilement. Vous faites un ragoût de bœuf avec du piment, avec tout ce qu'il faut. Enfin, du piment que vous ne percez pas, n'est-ce pas? Oui, oui. Et après, le fameux bondamanjak. Le fameux bondamanjak, des herbes comme des cives, un peu d'oignon. Et vous rajoutez à cela du rhum. Et vous mélangez bien le tout, vous laissez... Macérer, ça, on fait une marinade en quelque sorte? Voilà, vous faites une marinade et après ça, vous allez faire revenir vos morceaux de porc ou de bœuf, ce que vous aurez choisi. Et vous rajoutez la marinade en fin de cuisson. Pour pour c'est déglacer. Délicieux. Et dans les desserts, parce qu'on sait bien que le baba au rhum, c'est plutôt polonais qu'antillais. Qu'est-ce que c'est les desserts qui utiliseraient du rhum dans les desserts créoles? Alors, j'en mets dans mon... Je fais un 4/4 aux 2 citrons. Et dans le... Vous savez, il y a à la fin, je fais un jus de citron. Voilà, je ponche le 4/4 et c'est formidable. Et c'est merveilleux aussi avec, je tiens à le dire, la crème de marron, quand on fait des Mont Blanc par exemple, ça, le rhum c'est génial. Dans le millefeuille, dans le millefeuille, c'est crème pâtissière, une crème pâtissière vanillée avec du rhum. Le trait de rhum. Le trait de rhum. Vous parliez du Mont Blanc, mais attention, chez nous, le Mont Blanc, c'en est un autre. C'est une pâtisserie très célèbre chez nous, mais ce n'est pas du tout à base de crème de marron, mais plutôt c'est une génoise. C'est blanc, c'est vraiment blanc. C'est un vrai Mont Blanc. C'est fait avec de la noix de coco. Exactement, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Mont Blanc, parce qu'il rappelle le Mont Blanc, et il est réellement dedans. blanc. Si, évidemment. Quand même. Évidemment. Quand même. Mais il n'est pas marron. Écoutez, moi, ça me donne faim de vous écouter et envie de partir un peu du côté des Antilles françaises. Je sais qu'au moment des fêtes de fin d'année, dans pas longtemps, tous ceux de la diaspora antillaise et guadeloupéenne vont aller visiter la famille au moment des fêtes. C'est vrai, de quitter le pays un peu froid, la métropole un peu froide pour retourner dans les îles, c'est pas mal non plus. Dites-moi, Alexandre Vintier, avant de se quitter, on a beaucoup parlé de la France, on a beaucoup parlé de ce rhum agricole que le monde nous envie, peut-être pas d'ailleurs. Quels sont les grands rhums, les autres nations du rhum qui trouvent grâce à vos yeux, vous, rédacteur en chef de Rhum Porter?
Haïti, me faites pas tomber dans ce piège-là, c'est merveilleux. Si, on veut savoir. J'écoute tout pour découvrir. Haïti, il y a quelques distilleries, 500 guildives. On n'a pas encore fini de faire le tour, j'en ai fait quelques dizaines. Mais effectivement, là-bas, on produit des rhums à partir de gros sirops, comme on dit. On produit des rhums aussi à partir de pur jus. On a toute une variété de rhums qui peuvent être faits dans des toutes petites distilleries ou alors dans des distilleries très proches de celles que l'on a dans les Antilles françaises. Et effectivement, on a une variété, on a des terroirs, parce qu'effectivement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est la taille d'Haïti versus la Guadeloupe ou la Martinique, où là, on parle autour de 1000 km². C'est vrai qu'Haïti, c'est immense. Et donc là, si on arrive à goûter chaque morne ou chaque parcelle de la Guadeloupe ou de la Martinique, imaginez à l'échelle de la perle des Antilles, comme on l'appelle, effectivement. Bon, prochaine magique destination de la route du Rhum, Haïti. Voilà. On a compris. Merci beaucoup. Merci Alexandre Vintier. Les amateurs pourront se tourner vers votre revue Rhum Porter et le lire en ligne. Je vous indique aussi le livre Un Rhum averti en vaut 2 de Christian de Montaguer, que je remercie d'être venu ce matin. Avec grand plaisir. Merci, c'était une belle évocation. Et Suzy Palatin, À ma table créole. Tout le monde a envie de s'y asseoir, Suzy. Je crois qu'il y a la queue devant chez vous. Voilà, j'y vais alors, je vais faire la cuisine. Allez, dans une seconde, on parlera d'une autre eau de vie, ce sera l'Armagnac, puisqu'on terminera cette émission du côté de Samatan, dans le Gers, pour un beau festival de la culture gasconne. Mais ça, c'est dans 1 minute ou 2. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je titube en ce dimanche matin après cette route du Rhum qui est très tortueuse. Non mais rien que d'entendre parler du Rhum, moi ça me monte à la tête et au cœur, bien entendu. Alors Suzy Palatin, je vais vous libérer, mais on voulait quand même faire un petit focus parce que vous êtes pressé d'aller taper sur les tambours. Vous tapez sur les tambours, vous? Oui, enfin pas moi personnellement, mais j'ai des musiciens formidables qui viennent jouer du tambour avec des violons extraordinaires, des violons qui ont appartenu à des Juifs pendant la Shoah. Et donc tout ça se passe mardi, là, dans 2 jours. Précipitez-vous. Vous êtes présidente de l'association? Ailleurs et ici. Et tout ce monde-là va jouer de façon formidable. Nous avons Joey Star qui va réciter le poème. C'est quel soir au gymnase? C'est mardi soir. Mardi soir au gymnase Maribel. Le 22, dans 2 jours. Eh ben voilà. Génial. On s'y précipitera. Je donnerai des renseignements à ceux qui veulent. Voilà, très bien. Merci Suzy. Allez, on va passer immédiatement du Rhum à l'Armagnac, je vous le disais. On descend dans le Gers du côté de Samatan. Samatan, une belle cité gasconne où nous attend Jean-Luc Topiac. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon, de ce festival Gasconne à table, un festival de cuisine et culture gasconne. Alors, moi, mon premier mot, la cuisine, on voit à peu près à quoi ça ressemble dans le Gers. La culture gasconne, en quoi elle est différente du reste du Sud-Ouest? Alors, sans tomber dans les clichés, je pense que le Gascon est très convivial, optimiste, entreprenant. Et c'est au travers de la gastronomie, qui est quand même un gros pilier de la culture en Gascogne, et d'autres choses et d'autres produits qu'on essaye de perpétuer cette tradition gasconne sans tomber dans le folklorique. D'accord. Alors, c'est Gasconne à table, c'est la semaine prochaine, le week-end 25, 26, 27, c'est ça? C'est ça, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Bon, ça veut dire que là, vous êtes en plein préparatif, vous êtes déjà à réfléchir à l'emplacement de chacun. Combien d'exposants, combien de cuisines? Alors, on aura une soixantaine, un petit peu plus de 60 exposants. Ah ouais. Donc 4 associations. Ce qui veut dire que les autres sont des producteurs. D'accord. Essentiellement des producteurs de produits alimentaires. Oui, bien sûr. Enfin, c'est intéressant. Dans le Gers, on attend ça un petit peu, plus que les fringues, par exemple.
Il y en aura quand même. Ouais, un petit peu quand même. Ah bah ça fait partie de la culture gasconne aussi, peut-être. On a des bérets. Ah bah les bérets, bien sûr. Alors Jean-Luc, un mot quand même, parce que tout à l'heure, en début d'émission, on parlait du championnat du monde de l'œuf maillot. On parlait avec Maxime, qui est le secrétaire général de l'interprofession de l'œuf, de cette pénurie d'œufs due à la grippe aviaire. Alors vous, dans le sud-ouest, vous avez pris cher du côté du foie gras, non, et du canard. Alors le Gers, enfin tout le sud-ouest a pris. Hein. Ouais. Effectivement, l'ambiance n'est pas particulièrement réjouissante, surtout depuis le 11 novembre, la dernière annonce qui demande à reconfiner. Et oui, parce que tout l'été, il y a eu du vide sanitaire, on ne savait pas si on aurait du foie gras à Noël, et là, on ne fait pas forcément de l'abattage, mais on les enferme, les pauvres canards, c'est ça ? On les enferme, donc, alors c'est ce qui s'est passé l'hiver dernier, on les a enfermés, donc la production est moindre, on ne peut pas les tasser comme quand il y a la place pour les faire courir dehors, donc il y a eu moins de production, ce qui veut dire que les producteurs repartent avec très peu de stock. Il y a eu peu de canetons parce que les reproducteurs ont beaucoup souffert. Donc les producteurs ont eu beaucoup de mal à trouver des canetons ou des oisons là, ce début de saison. Et donc on arrive vers une situation, c'est pas la pénurie. Très tendu quoi. Enfin tendu. C'est excessivement tendu. Il y a un concours de foie gras donc dans Gascogne à table et on a fini la collecte la veille de l'annonce du gouvernement sur le confinement. Et ce qu'on a vu de visu, ceux qui avaient l'habitude d'aller chercher les échantillons chez les producteurs, c'est des stocks qui étaient vraiment au minimum et des fois relativement jeunes. Ils venaient d'être mis en beaucoup. Et il faut bien le dire, des prix qui montent forcément, hein, puisque l'offre se réduit, la demande va augmenter. Oui, alors ces mécaniques, ils sont déjà... on le sent déjà, hein. Même si on est encore un peu loin des fêtes, on sent déjà que les prix vont être bien chers. Du coup, c'est peut-être le moment d'acheter par exemple de la conserve de foie gras, puisque ça tiendra jusqu'aux fêtes et que là, on peut encore bénéficier de prix intéressants, hein, même de la semi-conserve. Oui. Effectivement, il reste beaucoup de foie gras dit cuit et tout le mi-cuit qui commence à faire son apparition pour être prêt pour les fêtes. Bon, mais quoi d'autre que du foie gras? Parce qu'il faut terminer sur une note optimiste. Jean-Luc Topiac, à Gascogne à table, on va goûter quoi? De l'armagnac, j'imagine, mais quoi d'autre? Alors oui, effectivement, de l'armagnac, du floc, des côtes de Gascogne, des côtes de Saint-Mont. Mais la Gascogne est assez grande, donc on va chercher des huîtres jusqu'à Arcachon. Ah, génial. Même si on est à un bout de la Gascogne, on va à l'autre bout. Du poisson à Cap-Breton aussi? Non, pas encore, mais un jour on y arrivera. Ok. En tout cas, pendant donc 3 jours, c'est vraiment une fête gasconne, quoi, hein, que vous donnez à Saint-Matan. Hein, C'est ça. Tous les repas, on offre donc des possibilités de se restaurer sur place le vendredi soir, mais là il n'y a plus de place déjà. Eh oui, et puis ça peut durer tard le soir, j'imagine, hein, vu l'ambiance. Oui, et ça va durer tard le soir. Ok, Jean-Luc Topiac, on vous souhaite donc la semaine prochaine 26, 27, 28, c'est ça? Ou non, 25, 26, non, 27 25, 26, 27. À Saint-Matan, dans le Gers. Si vous passez dans le coin, venez toquer à la porte gasconne, on vous ouvrira. Et voilà, c'est fini mes amis, c'est passé trop vite. Oh là 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 là. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h pour une émission encore plus gourmande, si c'est possible. Et d'ici là, vous retrouverez tous les numéros de Ferniaud fait le marché en podcast sur sudradio.fr bien sûr, ou alors sur l'appli Sud Radio et même sur YouTube si vous voulez voir en plus d'entendre. Après le journal, vous retrouvez En toute vérité d'Alexandre Devecchio comme tous les dimanches, puis ensuite C'est ça la France en compagnie de Nathalie Schrein-Guillerma. Allez, à dimanche prochain pour continuer à se régaler et faire ensemble notre grand marché sur Sud Radio évidemment. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.